Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons réagir sur ce qui se passe à l'Est, mais beaucoup plus à l'Est, en Asie. Il y a quelques tensions en Asie ces derniers jours. Vous avez peut-être vu passer des articles de presse sur l'interception d'un P-8 de la Royal Australian Air Force, l'armée de l'air australienne, un avion multimission en fait, mais plutôt de patrouille maritime, qui a été intercepté par un J-16, un avion de chasse Omnirole de l'armée de l'air chinoise et qui s'est livré à des pratiques peu communes. Il a largué des leurres infrarouges dans un premier temps et ensuite il est passé devant, il a largué des leurres électromagnétiques, des paillettes, des chaffes comme on dit, qui ont été ingérées par les réacteurs, les CFM56, les réacteurs qui sont des réacteurs de 737 en fait, de ce P-8 et qui ont forcé cet avion à rester au sol quelques temps. Donc forcément, il y a eu des contestations et il y a une petite tension géopolitique, mais c'est courant dans cette zone. Et ce que je vous propose dans cette vidéo, eh bien, c'est dans un premier temps de regarder un petit peu quels sont les players, les avions là-bas. Donc on va parler un peu du CP-140 Aurora, parce que les Canadiens ont également été interceptés. Vous allez vous dire, mais que font les Canadiens dans l'Indo-Pacifique? Nous allons en parler. Ensuite, voir un petit peu ce qu'est ce P-8 Poseidon. Ensuite, c'est quoi le J-16 en fait, cette espèce de Strike Eagle version chinoise. Et derrière, je vais vous livrer un petit peu mon analyse, mes sentiments sur cette région. Allez, tout ça juste après le jingle. Alors juste avant de vous parler du CP-140 Aurora, je vais vous dire pourquoi est-ce que justement il faut parler des Canadiens. Eh bien tout simplement à cause des opérations, des missions qui ont lieu à l'heure actuelle au large de la Corée du Nord. À partir de 2006 et jusqu'en 2017, il y a des sanctions de l'ONU, des sanctions successives qui sont apparues pour imposer une sorte d'embargo contre la Corée du Nord qui est soupçonnée de tenter de mettre en œuvre, de créer des armes de destruction massive et également des missiles balistiques qui tirent régulièrement des missiles qui sont généralement tirés en direction du Japon. Donc il y a différentes missions. Il y a l'opération Néon, qui est une opération qui utilise des Canadiens. Ils sont basés avec leurs avions de patrouille maritime du côté du Japon, à Kadena. Et là, ils ont commencé un détachement en fait le 26 avril 2022 dernier. Ils ont notamment, eux aussi, été interceptés par les Chinois. Et vous avez l'opération Argos, qui elle, encore une fois, est là pour faire respecter les sanctions qui sont appliquées contre la Corée du Nord. Donc c'est de la lutte anti-contrebande et on surveille un petit peu tout ce qui est trafic maritime. Ça a vraiment commencé en 2018. Il y a différents pays qui participent, l'Australie, le Canada, un peu la France, le Japon, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre et les États-Unis qui contrôlent tout ça avec la 7e flotte. C'est la flotte qui gère toute cette zone-là. À noter que certains des avions dont nous allons parler aujourd'hui, notamment les P-8 australiens, ils décollent de la base de Clark dans les Philippines. Et cette base, elle était américaine de 1903 à 1991. En 91, il y a le mont Pinatubo qui a eu une explosion volcanique, c'est un volcan. Et du coup, derrière, la base a été évacuée. Et c'est une base qui était très importante pendant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, derrière, une sorte de base arrière pendant le Vietnam. À l'heure actuelle et depuis 2016, vous avez des A-10 qui sont là-bas, des H-60, à peu près un détachement de 200 militaires américains et de temps en temps, voilà, des avions de patrouille maritime de différentes nationalités qui peuvent y aller. Allez, maintenant, comme prévu, le CP-140 Aurora. Alors, Aurore, pourquoi l'aurore? L'aurore, c'est le matin, ça vient d'une déesse qui volait dans le ciel avant l'aube, mais il y a également une référence parce que les Canadiens, ils patrouillent beaucoup dans le Grand Nord et vous avez les aurores boréales, donc c'est un petit clin d'œil à ça également. Cet avion, c'est en fait la cellule du Lockheed Electra avec l'avionique d'une certaine manière du S-3 Viking. Donc Lockheed Electra qui est un avion civil, S-3 Viking qui était un avion anti-sous-marin embarqué. Ça a commencé à être fabriqué aux alentours des années 1980, donc il y a quand même 42 ans. Il y en a à peu près 22 qui ont été construits et ça a remplacé le CL-28. Donc vous êtes sur un avion quand même d'assez ancienne génération avec des turbopropulseurs.
c'est pas sur le grand confort pour l'équipage. Différent du P3, alors ça ressemble beaucoup au P3 Orion, qui est en gros l'équivalent de l'Atlantique de français version américaine, mais il y a quelques différences, notamment au niveau de l'avionique. Il y a des mises à jour qui ont été effectuées, il y a 4 grandes étapes de mise à jour, 4 grandes phases, et vous avez maintenant le CP140M, M pour moderniser. Effectivement, c'est ça. Si vous vous retrouvez affecté sur CP140 Aurora au Canada, eh bien vous pouvez vous retrouver soit en Nouvelle-Écosse, dans le village, j'insiste, le village, c'est marqué comme ça sur Google, de Greenwood en Nouvelle-Écosse, quand même 5000 habitants. Hein. Et sinon, si vous êtes un peu plus chanceux, je pense, vous allez en Colombie-Britannique, sur l'île de Vancouver, et c'est la base de Comox, et tout ça, c'est hors déploiement. Déploiement, dans ce cas-là, nous avons dit au Japon. Donc, in fine, cet Aurora, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut surveiller le trafic maritime, détecter des sous-marins, et s'assurer en fait que l'AIS, qui est le sorte de transpondeur des navires, eh bien, correspond bien aux bateaux qu'il affiche, que ce ne sont pas des faux AIS, donc par exemple des bateaux qui veulent se faire passer pour d'autres types de bateaux, en français dans le texte, des contrebandiers qui essayent d'induire en erreur les militaires ou les gardes-côtes. Le P8A, alors au début son petit nom c'était MMA, vous connaissez peut-être ce sport assez particulier, c'est un peu ça l'idée, c'est un avion multi-mission qui après s'est retrouvé appelé du petit nom de Poséidon, qui a une spécificité, il vient de la cellule en fait du 737, pas le MAX, hein, donc vous n'avez pas des moteurs LEAP, vous avez des CFM56, mais c'est à la base un 737 avec du coup un réacteur, grosse spécificité par rapport au P3 Orion qui remplace ou même au CP140, et bien du coup c'est qu'il va être plus à l'aise à haute altitude, ils vont moins voler à basse altitude avec, le confort sera meilleur pour l'équipage et il y a beaucoup plus d'électronique à bord. Quand je dis qu'il y a beaucoup d'électronique, par rapport à un 737 normal en termes de génération électrique, elle est doublée. Donc les réacteurs ont des générateurs qui vont permettre de fournir beaucoup plus d'électricité à bord pour un équipage qui est de 2 PNT, donc 2 pilotes et à peu près 7 personnes à l'arrière. Une masse de l'avion vide à peu près 60 tonnes, masse maximum de décollage dans les 85 tonnes. Pour ce qui est du C-140 Aurora, on est sur des avions qui sont quand même beaucoup plus légers et surtout beaucoup plus de personnel. Plus la technologie est avancée, généralement moins il y a besoin de personnel. Vous pouvez avoir pour un Aurora plus d'une douzaine de personnes à bord quand même. Hein. Alors ce P8 Poséidon, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire de l'ASW, de l'Anti-Submarine Warfare, la chasse aux sous-marins. Il peut faire de l'ASUW, donc là c'est contre la Surface Units, contre les bateaux, donc de la sommaire. Et il peut également faire de l'ISR, de l'intelligence, surveillance, de la reconnaissance, donc du renseignement. Il peut emporter des torpilles, des missiles Harpon, donc l'équivalent de l'Exocet version américaine, des bouées, mais il peut également travailler avec des drones. Et le drone maritime américain, c'est le Triton, le MQ-4C, qui est un dérivé en fait du Global Hawk qui fonctionne depuis 2018 et donc il peut travailler avec des drones, c'est assez bien pensé d'un point de vue interopérabilité. Les Américains utilisent le P8, les Indiens, la Nouvelle-Zélande, la Corée et même les Allemands se sont mis au P8. Et comme je vous disais, un avion qui va évoluer plus haut, du coup, sauf pour les Indiens, mais ils ont fait une croix, ils ont retiré le MAD. Le MAD, c'est un Magnetic Anomaly Detector, c'est une sorte de senseur à l'arrière de l'avion qui vous permet de détecter des changements dans le magnétisme et donc de détecter un sous-marin. Ils n'en ont pas besoin, ils ont d'autres technologies pour pouvoir faire le travail, mais parce qu'ils volent plus haut, il a fallu adapter également des torpilles, et ils ont des torpilles qu'ils peuvent tirer à 30 000 pieds. Donc imaginez, vous êtes en vol avec votre 737 de Ryanair, par exemple, et là vous êtes en croisière, eux ils tirent des torpilles. Donc forcément elles sont un petit peu modifiées pour pouvoir descendre, voler et tout, et ça vous donne une idée. Et du coup, l'avantage de faire ça également, c'est quoi? C'est que ça vous permet de monter au-dessus du volume d'engagement, par exemple des SATCP, solaire très courte portée. Donc ce que vous avez vu dans le film Le Chant du Loup, avec l'hélicoptère qui se fait tirer par la roquette, eh bien si vous êtes à haute altitude, comme ça, on dit vous êtes perché. Alors maintenant, d'un point de vue occidental, qui est le méchant dans cette histoire? Eh bien c'est le J-16. Et d'un point de vue occidental, mais également d'un point de vue règlement international. Vous n'êtes pas censé couper la route d'un autre avion, le mettre en danger et encore moins lui tirer des paillettes. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas tirer des chaffes? Tout simplement parce que c'est cancérigène, ça rentre dans le moteur, ça peut rentrer dans le système d'oxygène, bref, ça ne se fait pas. Certaines personnes, certaines règles d'engagement pourraient même aller jusqu'à dire
Là, je suis au conditionnel parce que ça dépend de pas mal de choses, mais qu'un tir de leurre peut être vu comme un acte hostile. Je répète, dans certains cas, un tir de leurre peut être considéré comme un acte hostile qui pourrait du coup vous amener dans votre bon droit à répondre en légitime défense, qui doit être immédiat et proportionné. Mais il s'agit quand même de départ de choses de votre avion. Donc là, on est vraiment sur le fil rouge du fil rouge du fil rouge. Larguer du chaff pour que ça vous rentre dans les réacteurs. En tant que pilote, je fais de l'interception, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre à part tirer sur quelqu'un. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans la toute dernière gradation. Ces dernières années, on a vu des avions de chasse venir très près, passer devant, faire ce genre un petit peu de mise en danger, mais larguer des chaffes devant, c'est la première fois, pour être honnête, que j'en entends parler. Donc ce J-16, qu'est-ce que c'est? À la base, les Chinois ont acheté des Sukhoi 27 et ont acheté la licence pour pouvoir les faire eux-mêmes sous le nom de J-11. Ils ont créé des J-11B, les monoplaces, et les J-11BS. BS, c'est bullshit, avec un navigateur. Voilà, je viens du monoplace, donc désolé, c'était une petite blague contre les navigateurs. Je vous rappelle que dans Top Gun 1, Goose, le navigateur, c'est le premier qui meurt. Voilà. Blague à part, ils en ont derrière fait le J-16. J-16 qui est une fabrication 100% chinoise, qui est biplace, et là qui est un avion de 4,5e génération, un peu comme le Rafale. Si vous pensez J-16, pensez F-15E Strike Eagle. C'est un biplace omni-rôle. Il travaille à deux pour pouvoir être plus efficace. Un pilote qui gère vraiment la court terme, la gestion de l'avion, et un navigateur qui gère vraiment un peu plus le moyen terme, mais également les senseurs. Et des senseurs, il en a pas mal cet avion. Il a une antenne active. Une antenne active, c'est beaucoup plus puissant qu'une antenne d'ancienne génération. Ça va voir beaucoup plus loin, ça va voir beaucoup de choses. Il a également de la guerre électronique et des pods de guerre électronique. Et il y a des versions, le J-16D. On a vu ses premiers vols un peu opérationnels dans la zone d'identification de Taïwan ces derniers mois, qui lui a des grosses capacités apparemment de guerre électronique, un petit peu comme le Growler américain, qui est un dérivé du F-18 Super Hornet, qui serait là pour faire de la guerre électronique. La guerre électronique, ça peut être offensif, vous attaquez, vous essayez de casser des systèmes offensifs, ou alors c'est défensif pour protéger d'autres avions. Toujours est-il, cet avion est également équipé d'un IRST, donc c'est un système de recherche et de suivi infrarouge. Ça vous permet par exemple de détecter un avion, par exemple un F-35, furtif, mais qui serait bien propulsé, par exemple qui a eu la post-combustion, vous allez voir de très loin, vous détectez sa source de chaleur. C'est un avion qui aurait deux réacteurs de fabrication autochtone, chinoise, qui pousserait entre 12 et 14 tonnes pièce, et un avion qui pèse 18 tonnes à vide, à peu près 35 tonnes en masse maximum au décollage, qui a un canon de 30 mm et qui ferait du Mach 2, donc plus rapide que le Rafale. Je vous ai dit qu'on peut le comparer au F-15 Strike Eagle, le E. Un F-15E, c'est 14 tonnes à vide, 14,3 tonnes à vide, 35 tonnes en masse max au décollage, et un équipage de 2 personnes, 2 fois 13 tonnes de poussée, du Mach 2, Mach 2.5 également. Donc voilà, J-16, pensez Growler, guerre électronique, le dernier matériel qui fonctionne bien, une capacité multimission, que ce soit de l'air-sol, de l'air-air avec du matériel très moderne, mais également de l'air-sol et voilà, peut-être également de l'interdiction de zone ou du brouillage. Est-ce qu'ils ont allumé leur brouilleur ou autre dans ce cas-là? Ce n'est pas communiqué, il est peu probable qu'ils l'aient fait. Pourquoi? Parce que en temps de paix, si vous transmettez avec vos brouilleurs ou autres, vous donnez de l'information tout simplement à l'adversaire qui sait vos puissances, vos bandes d'émission, tout ça. Donc tout ce qui est guerre électronique, c'est généralement au combat qu'on commence à découvrir les vraies capacités de l'adversaire. Alors au final, qu'est-ce que l'on peut dire de tout ça? Eh bien que nous avons tendance, les médias et tout, à être très focalisés en ce moment sur ce qui se passe dans l'Est de l'Europe, et pour des bonnes raisons, il se passe des choses très graves. Il ne faut pas perdre de vue qu'il y a une augmentation des tensions dans la région Indo-Pacifique. Et la problématique, qu'est-ce que c'est? La problématique, c'est la souveraineté territoriale, la reconnaissance des îles. Il y a énormément d'îles dans ce coin-là, et pour vous faire bien prendre conscience de la problématique, l'Indonésie, 270 millions d'habitants, plus grand pays musulman au monde, ils ont décidé de doubler, j'ai bien dit doubler, leur budget militaire d'ici à 2024. Ils ont d'ailleurs commandé récemment 42 Rafales, ils sont intéressés par des sous-marins. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup d'îles, et ces îles, eh bien, elles sont contestées, et les Chinois ont décidé qu'il y avait pas mal d'îles où c'était chez eux, ils se sont mis à installer des bases, à installer des détachements, et il est à noter d'ailleurs eh bien, que les P-8 australiens venaient de la base de Clark, les Aurora venaient
du Japon. Les J-16, il n'a pas été communiqué, on ne sait pas exactement d'où ils viennent, et il serait probable qu'ils viennent de terrain installés sur une île, et que c'était un détachement. Les J-16, il n'y en a pas dans la marine, hein, donc ça n'est pas venu d'un porte-avions, c'est bien venu d'une base à terre. Au niveau de cette zone, elle est donc très contestée, et il y a différentes alliances qui se sont mises en place. Vous avez, je vous ai parlé de l'Indonésie, mais vous avez l'AUKUS, c'est l'Australie, UK et US. Hein. AUKUS, ça a été annoncé le 15 février 2021, je pense que tout le monde s'en rappelle, puisque dans la foulée, il y a eu l'annulation, un petit peu l'arrêt du contrat avec les sous-marins français pour l'Australie. En avril 2022, donc c'est il y a moins de 2 mois, il y a eu une annonce de ces 3 pays qu'ils allaient développer ensemble, qu'ils allaient rechercher à faire des armes hypersoniques. Et avant l'AUKUS, eh bien, vous avez l'ANZUS qui était l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis, mais ça depuis les années 80-90, ça a un peu perdu en puissance. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a cette remontée en puissance, il se passe des choses assez intéressantes dans cette zone, il y a des tensions, et comme vous pouvez le voir, il y a des acteurs qu'on ne soupçonne peut-être pas, comme les Canadiens. Moi j'étais pas mal étonné de voir qu'il y avait effectivement des Canadiens dans ce coin-là par rapport à la Corée du Nord. Et ce que je vous propose dans les prochaines semaines, eh bien, c'est de creuser un petit peu plus ce qui se passe en Asie. Les Chinois sont en train de mettre à la mer un 3e porte-avions, ça serait leur premier super carrier, beaucoup plus gros que le porte-avions Charles de Gaulle. Donc il se passe beaucoup de choses par là-bas, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à demander s'il y a un axe particulier, et nous parlerons notamment des différentes ceintures de défense. Vous allez voir, les Américains, au prix de très grands efforts et de beaucoup de pertes humaines, ont acquis une certaine supériorité dans le Pacifique. Tout simplement, deuxième partie de la Seconde Guerre mondiale, hein, ils ont dû aller île par île récupérer un peu des îles, et ils ne sont pas prêts à lâcher du terrain, et vous allez voir comment ce bras de fer avec la Chine, eh bien, tout simplement a déjà commencé. Je vous dis à très bientôt. J'espère que ce format vous plaît, et puis on va vous préparer une autre vidéo, réaction à l'actualité pour la fin de semaine. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, j'espère que le livre vous plaît, vous êtes nombreux à avoir acheté Débrief, enfin au-delà du cockpit, la version française. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et encore une fois, je vous l'ai dit la dernière fois, mais nous allons passer organisme de formation, formation leadership, followership, prise de décision, communication, on utilise des simulateurs de vol lors de nos workshops. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou du budget formation, vous en avez sûrement dans votre entreprise. Allez, fly safe.